Le Mac Culture, Anne Lété. Bonjour à toutes et à tous. Rendez-vous attendu de milliers de fans, mais également de nombreux curieux. Le Festival international de science-fiction, les Utopiales, ouvre ses portes demain, 30 octobre, à la Cité des Congrès de Nantes. 4 jours d'échanges, de rencontres, de projections, de jeux et surtout de fêtes, car cette année, les Utopiales célèbrent leurs 25 ans. Un quart de siècle à faire dialoguer art, science et imagination autour d'une thématique phare. Pour cette édition anniversaire, artistes, écrivains, chercheurs interroge sur les singularités en ce qu'elles peuvent être synonymes d'attraction comme de résistance, concerner l'individu comme le groupe et créer des anomalies à l'origine des plus étranges découvertes. 118 conférences et tables rondes, 14 expositions, 56 séances de cinéma, des centaines de jeux, 3 soirées festives, une programmation à la mesure de cet anniversaire. Programmation que je vous propose de découvrir avec mes invités Axel Rose et Frédéric Tan. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Axel Rose, vous êtes administratrice des productions culturelles de la Cité des Congrès et à ce titre, j'allais dire un peu le chef d'orchestre de ces 4 jours. Avec vous, nous allons regarder comment vous avez choisi, avec le comité de programmation présidé par Roland Lehoucq, de décliner ce thème des singularités. Nous parlerons également des grands temps forts de cette édition anniversaire et des nouveautés de l'année. Avec vous, Frédéric Tan, vous êtes le monsieur cinéma du festival. Cette année, je le disais, 56 séances programmées avec, comme chaque fois, des inédits, des avant-premières, 2 compétitions internationales long-métrage et court-métrage avec 5 prix décernés et, évidemment, anniversaire oblige, une soirée cinéma exceptionnelle, samedi 1er novembre. Alors, vous allez tous les deux nous parler un peu de tout cela, mais avant de rentrer vraiment dans la programmation, je voudrais, Axel Rose, que vous nous parliez finalement du choix de ce thème singularité. Alors, je précise pour les auditeurs, parce que c'est singularité au pluriel, hein, vous l'avez peut-être compris dans mon introduction. Je voudrais voir comment, effectivement, vous avez choisi de le décliner. Et puis, en préparant l'émission, je me disais que finalement, c'était un joli thème anniversaire, parce que si on peut dire que les Utopiales, c'est vraiment un festival singulier. C'est exactement par ça que j'allais commencer. Effectivement, nous sommes un festival unique au monde dans son genre parce qu'il est transdisciplinaire, parce qu'il est dédié à la science-fiction, aux imaginaires. C'est à la fois un festival de débat d'idées, mais aussi un festival festif où avec de nombreuses activités. On va au cinéma, on joue, on écoute des penseurs, des chercheurs, on regarde des expositions. C'est effectivement un format très singulier. Et puis, c'est une thématique, les singularités au pluriel, qui tenait très, très à cœur à notre président. Vous en avez parlé tout à l'heure, Roland Lehoucq, qui essaye depuis de nombreuses années de la proposer. Et on s'était dit non, c'est trop compliqué, c'est trop abstrait, on ne va pas comprendre. Et puis finalement, cette année, c'est les 25 ans. On s'est dit, on y va, on est ambitieux. Et puis, si ça tenait à cœur à Roland Lehoucq, c'est avant tout pour son aspect scientifique. La singularité, c'est le moment en physique, en mathématiques, où nos systèmes ne fonctionnent plus, nos projections, nos élaborations scientifiques arrivent à s'effondrer, comme par exemple le trou noir qui vient créer une singularité, une anomalie dans nos systèmes d'élaboration scientifique et finalement qui interroge et permettent de réinterroger la recherche. Voilà ce que ça permet, c'est vraiment un moteur de questionnement. La singularité, c'est aussi ce qui nous caractérise en tant qu'être humain. Nous sommes tous singuliers et pourtant, nous sommes tous une communauté. Donc, c'est à la fois ce qui nous relie et ce qui nous différencie. Donc, ça permet une approche sociologique et humaniste de la question. Une approche sociologique et humaniste. Et au cinéma, c'est aussi une question finalement qui est régulièrement traité. Complètement, puisque la théorie même du chaos se retrouve, est un bien fondé des différents scénaristes et scénarios qu'on peut voir depuis l'histoire du cinéma de science-fiction, dès le siècle dernier déjà. C'est vrai que ça tombe à point nommé, puisque c'est un vivier permanent, et puis l'intérêt, c'est justement à confronter ces cinématographies du siècle dernier et des films plus récents qui ont toujours cette approche chaotique, justement. Comme chaque année, ce thème général, vous le décomposez, enfin en tout cas en sous-parties, Axel Rose.
Oui, alors ça, c'est vrai que ça permet de construire nos différents débats. Je rappelle qu'on a autour de 120 tables rondes et donc ça permet de les travailler. Ça donne aussi des pistes de réflexion pour Frédéric Tan qui fait sa programmation cinéma, pour les expositions. Et donc les sous-thématiques, ce sont l'anomalie, on en a parlé tout à l'heure, l'attraction, la résistance et l'individu. D'accord, ça c'est un peu aussi pour que le visiteur se retrouve également. Alors évidemment ce thème général, mais il y a un autre thème quand même sous-jacent à cette programmation et ça on ne peut pas l'oublier, 25 ans, hein, un bel anniversaire. Comment vous avez choisi effectivement de l'aborder? Parce que moi je trouve que toujours en science-fiction on a plutôt l'impression qu'on va regarder devant, alors que parfois un anniversaire c'est le moment de faire un bilan. Alors c'est pas très science-fiction de regarder en arrière. C'est pas si vrai, parce que la science-fiction, on se sert du passé, ça interroge le réel en général. Donc, mes 25 ans, c'est un anniversaire, c'est avant tout une fête. Hein. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut dire. Si on regarde le passé de l'événement, effectivement, c'était quand même une gageure, un défi de construire comme ça en l'an 2000 un festival de science-fiction. Quand on voit aujourd'hui le succès incroyable qu'il a, et quand j'entends, moi j'étais pas là au début, mais les grands anciens raconter les débuts où il y avait très peu de monde finalement et qu'une niche de fans. Aujourd'hui, on peut être très très heureux du résultat que ça a. Et donc, nous, on a décidé de fêter ça et de le fêter à la manière des Utopiales, c'est-à-dire de proposer de nombreux événements qui croisent les sciences et les arts ou qui mettent à l'honneur les disciplines majeures du festival, comme le jeu, comme le cinéma, comme la science et la littérature. On va y revenir. En 25 éditions, j'ai lu qu'il y avait quand même 1394 films qui ont été diffusés. Comment vous, de votre côté, Frédéric Tan, vous avez décidé justement de fêter ce palmarès? Si on peut dire que c'est un palmarès, parce que moi, ce chiffre, je le trouve un peu étourdissant. En fait, ce que je trouve intéressant dans votre question juste avant, c'est que vous parlez justement de rétrospection par rapport à un futur qui est assez antinomique, alors que justement l'intérêt, et on l'a montré encore cette année, j'espère, en tout cas ça c'est aux visiteurs de le vérifier, on a essayé de montrer justement une théorie que j'ai souvent moi-même pratiquée, qui est que la science-fiction n'a jamais inventé la réalité, elle n'a fait que l'anticiper. Et je pense qu'en effet, au bout de maintenant près d'un siècle et demi de cinématographie mondiale, on a pu vérifier, et ça se vérifie encore au quotidien, aujourd'hui, là, au moment où on se parle en 2025, que des théories d'écrivains ou de penseurs ou de scientifiques qui ont été justement bannis en leur temps, on les a traités de charlatans, etc., ont pu avoir des approches totalement réalistes et qui se sont prouvées par la suite. Et le cinéma a proposé la même chose, parce que n'oublions jamais que 95% de l'œuvre cinématographique, qu'elle soit courte ou long métrage, s'inspire forcément d'une nouvelle ou d'un roman. Hein. Je ne veux pas être méchant pour les auteurs, ce qu'on appelle la politique des auteurs, mais c'est bien souvent l'inspiration, et en matière de science-fiction encore plus. C'est un tel vivier passionnant qu'on peut y trouver des multicouches dans tous les domaines. On s'arrête sur singularité au pluriel cette année, mais chaque année, à chaque fois, on peut retrouver des pendants et des systématismes dans certains films qu'on pourrait montrer tous les ans si on était un peu feignant, parce qu'ils ont systématiquement des portes qui s'ouvrent comme une boîte de Pandore. Donc c'est vrai que là, pour fêter ce quart de siècle, comme vous le disiez, c'est plutôt intéressant d'aller chercher dans des primitifs, ce qu'on appelle les œuvres primitives, et c'est vrai que je prends au passage, par exemple, un des beaux événements qu'on offre cette année aux visiteurs, à savoir la restauration de certains épisodes de la série Au-delà du réel, qui est une série américaine assez mythique, au même titre que La quatrième dimension, et d'ailleurs je crois que par la suite, Au-delà du réel a été redéveloppé dans des productions plus récentes à la télévision américaine, et pas sur certaines chaînes ici, y compris en France, alors que le Séminal, la série Séminal elle-même, n'avait jamais été montrée en salle de cinéma. Donc on s'est dit, on va se faire plaisir avec le président Lehoucq, qui est un grand fan historique en culotte courte à l'époque de la série dans les années 60, et qui m'a dit, c'est trop génial, il faut absolument leur montrer ça pour le 25e anniversaire. Donc c'est ce qu'on a fait, et c'est intéressant de voir que ces films sont aussi prenants et passionnants aujourd'hui qu'il y a quasiment 65 ans, 70 ans, qui prouvent justement qu'il y a une vraie corrélation systématique entre les œuvres du passé et celles d'aujourd'hui. Mais on la retrouve aussi dans la littérature, dans le travail des artistes en exposition, etc. Alors que dire, comme dirait Axel, justement, des rencontres et des théories qui vont être développées par rapport à ça? Vous parliez un petit peu des débuts. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu effectivement du joli cadeau qu'il peut y avoir, parce qu'il y a Enki Bilal qui revient cette année. Et là, c'est quand même celui qui a signé la première affiche. La première ou la deuxième?
Alors, la première. C'est la première. C'est ce que j'ai lu. Oui, c'est la première. Et je peux me tromper, mais selon moi, il n'est jamais revenu aux Utopiales depuis. J'ai raison? Oui, tout à fait. Donc on est très très heureux, on lui consacre une grande rencontre et France Culture aussi qui nous fait la joie de venir chaque année au festival le recevra. Voilà, pour faire... c'est vrai que c'est une figure majeure hein, dans le paysage de la science-fiction et on est très très heureux qu'il vienne. Il se déplace pas beaucoup, hein, donc c'est une grande joie. Voilà, comme vous dites, là, voilà, il y a quand même des grandes signatures. Un petit clin d'œil aussi pour ces 25 ans. J'ai vu que vous allez éditer un jeu de cartes qui s'appelle Singularité. Alors là, les joueurs vont pouvoir retrouver l'empreinte d'un auteur ou d'une autrice, scientifique ou expert emblématique de la science-fiction et des utopiales. Moi qui connais rien dans ce genre de jeu, c'est un jeu des 7 familles, Axel Rose. Ah, pas vraiment. C'est un jeu de stratégie. Il y a 2 ans déjà, on réfléchissait un peu aux 25 ans et on s'est dit, ça serait bien, comme le jeu est très important aux utopiales, ça serait bien qu'on ait un jeu utopial et qu'on le construise avec nos férus du jeu dans le public. Et on a créé des ateliers pendant 2 ans de suite, 2 éditions, en travaillant comme ça avec les festivaliers qui testaient, qui essayaient d'inventer des scénarios de jeu. Et puis on a confié ensuite la suite à des professionnels. Et c'est Yvan Cottrell qui a pris un peu le lead sur la conception même de la stratégie du jeu et le studio EOD qui en a fait la conception graphique. Et alors, au-delà des règles du jeu et de la stratégie, c'est vrai que comme c'est un jeu utopial, toute la ligne artistique, la direction artistique du jeu est sur les univers de science-fiction, les grands courants de science-fiction, et s'inspire de figures emblématiques ou d'œuvres qui habitent les utopiales comme ça depuis 25 ans. Donc, il y a une carte à l'effigie de Roland Lehoucq, évidemment, mais pas que, bien Et sûr. vous avez votre carte ? Ah non, mais je ne suis pas une artiste, moi. Et du coup, ce qui veut dire que peut-être que chaque année, il sera amené à s'enrichir, ce jeu ou Oh bien, pourquoi pas. Croiser les regards, donc c'est l'essence même des utopiales. La soirée d'ouverture, le jeudi à 20h30, en est la parfaite illustration, Axel Rose. Oui, bien sûr, parce que on met un peu l'honneur. On fait un 25 ans en musique aussi cette année. On propose un concert avec le quatuor Ellipsos, qui lui crée une symphonie pour accompagner la prochaine conquête vers la Lune, qui sera en 2029, et c'est la mission Artemis. Voilà, c'était important. C'est l'astrophysicien Jean-Philippe Usan aussi qui a travaillé avec eux sur cette symphonie, alors qui sera interprétée en format quatuor et piano. Et puis ensuite, les musiciens nous entraîneront dans les grands thèmes de la science-fiction, en dialogue avec Roland Lehoucq, pour montrer comme la musique a accompagné notamment les films de science-fiction, et que c'est un univers très important. Et comment aussi tout le monde arrive à dialoguer. Alors moi, je vous propose justement un petit aperçu avec un extrait de A Dream for Artemis de Fabien Waxman, interprété par le quatuor Ellipsos et la pianiste Marie-Joseph Jude.
pianiste Marie-Joseph Jude demain soir, jeudi 30 octobre, à la Cité des Congrès de Nantes, pour la soirée d'ouverture des Utopias, le festival international de science-fiction, dont nous parlons dans ce Mac Culture avec Axel Rose, administratrice des productions culturelles de la Cité des Congrès, et Frédéric Tan, programmateur cinéma du festival. Dont nous le disions en première partie d'émission, ce qui rend peut-être les Utopias si populaires, c'est son interdisciplinarité. Des scientifiques internationaux dialoguent donc avec des écrivains, avec des artistes, alors sur des sujets aussi variés que multivers entre science et fiction, fake news en science, comment les déjouer, y a-t-il un style science-fiction, les surprises du réel, Trump et la science. Voilà, donc on disait plus de 100 tables rondes et rencontres. Comment vous faites les pairs, Axel Rose ? Alors déjà, on a quand même plusieurs programmateurs et on a notamment un comité de programmation littéraire qui travaille avec Roland Lehoucq pour s'assurer de la bonne résonance entre les auteurs et les scientifiques. On travaille aussi avec des partenaires scientifiques, c'est très important, le CEA, l'INRAE, l'INSERM, l'Institut Pasteur, qui arrivent comme ça avec leur domaine de recherche et c'est à eux de trouver ce savant mélange et les bonnes résonances entre les thématiques des écrivains, des autrices et de créer comme ça une table ronde qui finalement relève d'un sujet de société, d'une préoccupation de société. Et qui donc, effectivement, s'adresse à tous les publics. Tout à fait. Tous les publics. On a même des conférences qui s'adressent aux jeunes. Alors évidemment, pas aux enfants de 6 ans, mais on essaye de toucher peut-être des enfants à partir de 10 ans. C'est l'école du professeur Zutop. Ensuite, ce qu'on a fait pour aider un peu le public à appréhender la programmation, c'est qu'on a créé des parcours thématiques. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Voilà, non, ça c'est important. On va conclure là-dessus parce qu'effectivement, quand on voit cette masse de propositions, je pense que c'est important d'être guidé quand on n'est pas vraiment expert. Je voulais qu'on revienne, Frédéric Tan, sur 56 séances de cinéma sur 4 jours. Alors, à la fois, ça paraît énorme, et en même temps, je me dis, mais vous devez passer votre année dans des salles de cinéma pour faire des sélections. Comment vous faites, vous, votre programmation ? Comment vous allez guider la programmation de cette année ? Déjà, on essaye, vous venez de le dire vous-même, d'être cohérent sur le pont qu'on peut y avoir pour chaque visiteur. C'est-à-dire que pendant des années, on a vraiment essayé, puis je crois qu'on a fini par y arriver, de créer des vraies passerelles entre les différentes TR et le cinéma, justement, parce qu'il... Alors, expliquez ce que c'est que les TR. Les tables rondes, pardon, voilà. Vous avez raison. Les tables rondes où, en fait, c'est vrai que c'est intéressant de confronter, justement, des genres cinématographiques avec les différentes rencontres qu'il peut y avoir sur ces tables rondes. Même si elles ne durent qu'une heure à chaque fois, il y aurait tellement à dire dans bien des cas que c'est toujours intéressant de pouvoir les confronter sur des œuvres, parce que souvent, il y a un rapport. Lorsque l'équipe des thématiques, justement, travaille sur la préparation de ces tables rondes, ils sortent dans leur liste de travail avec Roland Lehoucq certaines références tant littéraires que cinématographiques. À moi d'essayer de voir justement si on est sur la bonne voie ou si au contraire on peut leur proposer d'autres choses. D'abord parce que comme je l'ai induit tout à l'heure, il y a des films qu'on a déjà montrés, on va pas remontrer sans arrêt les mêmes films, ce serait un peu feignant et malheureux dans l'absolu. Et puis surtout parce qu'il faut trouver la vraie cohérence en fonction d'un intervenant qui va être ou une intervenante qui sera sur cette table ronde et d'essayer justement d'être parfaitement dans le pile-poil dans la cible par rapport à cela. Ça semble fonctionner. Les gens semblent suivre justement ce parcours qu'on leur propose également pour le cinéma et les tables rondes. Et on n'a pas de raison de s'arrêter puisque ça marche très bien. Et pourtant, vous aimez, vous dites, voilà, je regarde, mais vous aimez bien aussi aller chercher les pépites, des restaurations, des films qui n'ont pas encore été diffusés, il y a quand même des premières. Alors, oui, ça c'est encore autre chose, c'est qu'il y a la thématique qui, comme je viens de l'expliquer, se relaie systématiquement avec les rencontres, les conférences et les tables rondes, et puis nous avons les fameuses compétitions dont vous parliez en introduction, à savoir une compétition court et long métrage, internationale toutes les deux évidemment, qui font appel à des œuvres à peine montrées ou toutes fraîchement sorties des laboratoires. On arrive à en avoir de plus en plus d'ailleurs, parce que la manifestation, comme le rappelait Axel, est devenue quand même une pierre angulaire mondiale en sa matière, et des productions ont envie de tester, si je puis dire, leurs films parmi un public concerné. C'est le cas, pour prendre un exemple parmi tant d'autres, du dernier film de Mamoru Hosoda, par exemple Scarlett, qui va être montré en France pour la première fois. On en est plutôt fiers, parce que c'était un beau cadeau que Sony nous faisait pour ce 25e anniversaire, cette 25e édition, et c'est vrai qu'il y a d'autres exemples comme
comme ça qui se font régulièrement. On a eu la primeur de la première européenne du premier contact de Denis Villeneuve il y a quelques années, et puis d'autres exemples que je pourrais citer également. On essaye en effet de suivre tant l'actualité, comme je le disais, que l'aspect rétrospectif. Et puis n'oublions jamais que quand même, moi je trouve la chose la plus excitante et la plus motivante chaque année, dans le fait de chercher des films, comme vous me demandiez en l'occurrence, c'est les jeunes générations. Il faut surtout s'intéresser aux jeunes publics qui arrivent, les vieux grigous qui ont fait toutes les cinéphilies, etc., qui ont l'impression d'être sur un piédestal de grands connaisseurs, de grands savants, n'ont quelque part pas d'intérêt pour une manifestation comme celle-ci. Le but est d'aller chercher par la main des gens, et surtout les jeunes générations, les amener vers cela en leur disant: tu vois, ça a existé, ça a été fait dans de bonnes qualités, peut-être même meilleur et supérieur à ce qu'on te montre aujourd'hui dans les salles d'exploitation. À toi de faire ton chemin et de découvrir. Il n'y a pas plus belle recherche que de chercher justement dans l'histoire. C'est un vieux précepte, bien sûr. C'est une vraie éducation. Là, on parle de cinéma, mais évidemment, la littérature en science-fiction est également très, très riche, avec des auteurs dont la notoriété va parfois au-delà même des initiés. Je pense, par exemple, cette année à Christelle Dabos, à qui vous avez décerné le prix Utopial Jeunesse, donc pour son livre Nous. Le fait, justement, d'avoir un peu des têtes d'affiche, Axelle Rose, ça vous permet d'ouvrir à un nouveau public? Oui, c'est l'enjeu. C'est aussi évidemment parce que si c'est une tête d'affiche, c'est aussi souvent parce que c'est une autrice très intéressante à recevoir, et ce qu'elle a à nous dire nous importe beaucoup. Mais bien sûr, on a toujours ça dans les festivals, ce mélange de tête d'affiche qui fait venir le monde, un monde plus large, un public plus large, et puis cette envie de faire découvrir des jeunes talents, c'est aussi notre rôle, et finalement de les faire dialoguer comme une solidarité aussi entre artistes. La littérature nous emmène évidemment à la bande dessinée et aux arts graphiques. Donc, comme chaque année, les Utopiales font la part belle aux univers graphiques de la science-fiction. Alors ça, c'est un univers très riche. Puis finalement, il s'exprime aussi bien dans les BD, les mangas, puis dans les jeux. Puisqu'il y a une grande place qui est laissée aux jeux vidéo. Donc, chaque année, évidemment, la grande halle se transforme un petit peu en salle d'exposition où on peut voir le travail de certains artistes qui sont peut-être plus mis en avant, avec notamment cette année Stéphanie Hans, qui, elle, signe l'affiche. Alors là, à nouveau, Axelle Rose, pourquoi ce choix ? Pourquoi ce choix de Stéphanie Hans ? Oui, pourquoi elle, cette année, pour ses 25 ans ? On avait à nouveau envie de confier l'affiche à une illustratrice pour les 25 ans. Les Utopiales ont été servis en illustrateur pendant de très nombreuses années. Donc ça, c'était important depuis quelques années de renverser un petit peu cette tendance-là, de montrer que les femmes talentueuses peuvent tout à fait relever ce genre de défi dans le monde de la science-fiction, qui est un univers quand même encore très masculin. Stéphanie Hans, c'est aussi une illustratrice connue pour la qualité de ses personnages, de la composition des mouvements. Elle fait énormément de covers. Elle travaille pour Marvel depuis plus de 15 ans, donc elle a ce talent comme ça pour faire une affiche. On peut être un très bon illustrateur et pas très doué pour faire des affiches. C'est pas exactement la même chose. On avait toute confiance en elle pour ça, et voilà. Alors là, on ne va pas avoir le temps de décliner toute la programmation, mais je voudrais vraiment souligner aussi qu'il y avait une large place qui est également donnée aux jeux vidéo, aussi aux jeux de plateau, aux jeux de rôle, enfin beaucoup de jeux à tester, à découvrir. Mais justement, je voudrais d'abord, avant qu'on conclue, qu'on revienne sur ces parcours que vous proposez, effectivement, parce que les propositions sont tellement importantes que vous donnez des clés d'entrée. Alors, parlez-nous un petit peu. Donc, je crois qu'il y a 8 parcours thématiques que vous proposez aux visiteurs. Oui, c'est-à-dire qu'on fait des parcours par centre d'intérêt pour traverser comme ça la programmation, aussi bien les conférences que les films que les expositions, qui peut être par exemple sur plus scientifique, qui s'appelle La science en question, un autre parcours sur les intelligences artificielles, un parcours pour la jeunesse, un parcours découvert de la science-fiction pour les nouveaux venus qui s'y intéressent et qui sont un peu néophytes et qui ont envie de mieux comprendre ce que c'est que la science-fiction. Comme ça, un peu pour cibler les attentes, les envies, les curiosités. Et alors, concrètement, comment ça marche ? C'est-à-dire qu'en fait, il y a quoi, des petits pictogrammes, c'est ça ? Comment il y a des petits pictos pour se repérer. Et puis, sur le site Internet et sur notre application, il y a un filtre. Donc, on met filtre découverte de la science-fiction et on a toutes les propositions qui correspondent à ce parcours. Et sinon, sur le programme papier, on a effectivement des pictos qui sont signalés pour chaque activité.
On n'a pas le temps encore de tout développer. J'aimerais juste, effectivement, Frédéric Thorme, que vous nous racontiez un petit peu là, parce qu'on sait très bien le cinéma, tout le monde se rue, les courts-métrages. Alors, concrètement, comment on fait? C'est le matin pour la journée, c'est ça, pour les réservations? Oui, tout à fait. Une fois que vous êtes rentré dans la Cité des Congrès, vous avez, comme le rappelait Axel, un système de QR code que vous flashez directement avec votre téléphone, par exemple, de façon à être certain de pouvoir rentrer dans les salles, puisqu'on s'est rendu compte que, selon certaines émeutes il y a quelques années, c'était la meilleure méthode, la plus efficace et fidèle pour tout le monde de ne pas être déçu une fois rentré dans la cité, d'accéder aux séances. Donc c'est très très simple. Une fois que vous avez acquis votre billet d'entrée, vous flashez systématiquement votre code pour pré-réserver. Mais je crois qu'on peut le faire aussi par Internet une fois qu'on est abonné. Alors en fait, on peut, une fois qu'on a son billet, qu'on l'ait acheté par Internet ou qu'on Voilà, soit... on va revenir. Donc, Ouais. du coup, on en parle tout de suite. Donc, il y a plusieurs options. Soit, effectivement, vous prenez un billet à la journée, soit vous pouvez prendre des passes. Quel que soit votre billet à la journée, en fait, vous ne pouvez réserver que si vous avez un billet, pour le jour où vous avez le billet. Donc, passe ou billet jour. Ensuite, les réservations sont possibles en ligne, même si vous n'êtes pas à la Cité, dès le jour même de la séance, à partir de 8h du matin. Et ça, vous trouvez sur notre site Internet ou sur l'application l'endroit où s'inscrire. Sinon, vous pouvez, dès 8h du matin, si vous n'avez pas de téléphone, par exemple, ou si vous souhaitez le faire personnellement, vous vous rendez à la Cité et vous pouvez, au guichet billetterie ou dans les guichets de réservation au cinéma qui sont au sein du festival, réserver vos séances pour la journée. Voilà, mais on réserve jour par jour. C'est-à-dire Jour par que, jour. Voilà, on est sûr que, si on s'y prend assez tôt, on peut avoir la chance d'assister à une des séances. Sans coût supplémentaire. Il y a pratiquement toujours de la place. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux pour cette rapide présentation. Je dis bien rapide parce que avec une telle programmation, on pourrait passer plusieurs Mac Culture à parler effectivement de ces utopiales. Donc, comme je reprends quelques informations pratiques, donc ouverture des portes donc dès demain, jeudi matin à 8h15, fermeture dimanche 2 novembre après la dernière séance de cinéma. Donc, comme on le disait, il est possible d'acheter un billet à la journée ou un pass 4, 3 ou 2 jours. Les tarifs, donc c'est un tarif plein, tarifs réduits sous certaines conditions et gratuité pour les moins de 6 ans. Tout à Parce fait. qu'il faut vraiment insister, on n'en a pas trop parlé, mais il y a vraiment tout un axe jeune public et c'est vraiment une manifestation familiale. Tout à fait. Et donc, voilà, merci beaucoup en tout cas Axel Rose. Je rappelle que vous êtes administratrice des productions culturelles de la Cité des Congrès de Nantes. Cité des Congrès qui produit ce festival. À votre côté, Frédéric Thorme, qui vous êtes membre du comité de programmation spécialisé dans le cinéma. Très bon festival à vous deux et puis surtout à tous les festivaliers et très joyeux anniversaire au festival. Merci. Merci beaucoup Anne Lépine. On vous attend.